Fidèle au poste, mesdames et messieurs, chaque mercredi pour WebPress, l'émission qui reçoit en tout cas les intelligences et les compétences dans le domaine des médias de mon pays, je le dis et je l'assume. Aujourd'hui, je suis avec des confrères, comme à l'accoutumée. Je me bats toujours pour que les dames participent à WebPress. En tout cas, c'est lancé. Les dames, venez-y, la compétition est rude, hein. C'est pas comme les léopards et le Togo, mais en tout cas, entre les hommes et les femmes, dans ce métier aussi, il faut un petit peu de compétition. WebPress est ouverte aussi aux femmes. Venez, venez y participer. Nous avons aussi à dire. Nous avons aussi à dire, nous les femmes. Aujourd'hui, je reçois Joël Cadet, Impact News, un grand frère, un frère. Très heureuse de vous recevoir. Très ému, madame. Mais vous parlez des dames. Nous avons déjà été ici avec madame Guidi, avec voilà. La brillantissime Odia qui... Voilà. Mais je relance avec les femmes, il faut toujours faire les choses à deux fois. Il faut toujours lancer l'appel. Elles sont trop prises. Elles sont trop prises. Dommage. Avec Edmond Izouba de Politico CD, très heureuse d'être encore avec vous. Merci. C'est un... Moi également. Dans le métier, il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand, mais dans l'âge, oui, voilà, c'est un petit dans le métier, dans l'âge aussi, mais nous sommes là pour l'encourager, pour qu'il devienne en tout cas plus grand que nous. Plus grand que nous. Plus grand que nous. Il faut nous dépasser, puisque c'est ça notre rôle, laisser la place aux jeunes. Et nous allons vous présenter un nouveau Freddy Mwamba de la RTS 1. C'est la première fois qu'il passe sur WebPress et je ne pense pas que ce sera la dernière fois. Je suis très content d'être invité à votre émission, une belle émission que Merci. Je suis. Et j'espère que nos téléspectateurs seront encore une fois de plus contents de suivre les analyses de ces éminences grises ici. Merci beaucoup. Aujourd'hui, l'émission sera un peu plus internationale parce que le Congo fait partie d'un monde et chaque événement qui se passe ailleurs dans le monde impacte sur nous. Mais c'est vrai, nous allons commencer un peu, nous n'allons pas gâcher notre joie par les léopards. Joël Cadet, ça a été comment votre joie hier face à cette victoire de l'équipe nationale? Non, madame, il faut reconnaître que j'étais sincèrement aux anges. Je ne suis pas sportif. Et dans mon poste avant ce match, j'avais soutenu pratiquement Ibenge, que tout le monde avait vilipendé, pourquoi il avait opéré le changement de Ikoko, sans savoir les réalités du terrain, pourquoi Mbokani n'a pas bien joué, pourquoi il ne l'a pas changé. J'avais dit, laissez l'entraîneur faire son travail, autant qu'il faut laisser les journalistes faire les leurs, autant qu'il faut que le président de la République fasse le sien, que le Premier ministre fasse le sien. Laissez Ibenge faire son travail. Et hier, vous avez vu le premier match comme le deuxième. Ibenge y est allé par du bluff. Système de jeu. Oui. Système de jeu. Non, il n'a pas développé. De jeu. Oui, c'était pas pratiquement un système de jeu. C'est-à-dire, il a trompé. Donc, la plupart de ces changements qu'il opérait, c'était un changement du système de jeu, mais l'adversaire restait dans l'ancien système. Vous voyez, quand il enlève un attaquant pour le remplacer par un milieu, donc c'est justement pour compliquer la tâche à l'autre, parce qu'on n'avait pas besoin, on avait besoin de contenir l'adversaire, parce que le match que nous voudrions, que nous voulions prendre, c'était celui d'hier. Et nous l'avons pris, et effectivement que ces matchs-là avaient une dimension, comme nous l'avions dit du temps de Rwanda, qu'il avait une dimension spirito-nationaliste. Il fallait combattre le Togo qui a soutenu le régime de Mobutu. Il fallait combattre le Togo pour vraiment réduire en cendre Kodjo, qui est venu faire un voyage de villégiature chez nous. Donc, c'est ce qui a fait totalement ma joie et tous mes enfants, toute ma famille, on était... Sincères félicitations à Ibenge, sincères félicitations à nos léopards, sincères félicitations à Kabananga. Donc, nous c'était l'homme du match d'ailleurs. Ah oui, c'était l'homme du match et jusqu'à présent, c'est lui le meilleur buteur. 3 buts. Chaque match, un but. Politico CD, comment vous avez traité ça? Est-ce que vous avez fait un papier par rapport au match léopard? On a fait plusieurs papiers avec notre site Les Nouveaux d'ailleurs, que j'invite tous les téléspectateurs et tous les Congolais à commencer à nous suivre à partir des sports.cd où nous avons le live même, nous faisons des directs des fois de matchs et en direct aussi de Gabon. Nous avons traité les informations, des déclarations de Claude Leroy avant match qui déjà estimait que la RDC avait une voie ouverte vers le mondial parce que lui ne voyait pas au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors aussi les systèmes de jeu joués par Ibenge, il faut le savoir, nous avons traité l'information.
Ibengue, qu'est-ce qu'on a compris dans tout ça? C'est que Ibengue a voulu à chaque fois faire voir à son adversaire qu'il a une nouvelle équipe. Ce qui met en difficulté les entraîneurs adverses de comprendre les systèmes de jeu. Quand vous prenez le premier match qu'il a fait jouer pratiquement d'autres joueurs, vous prenez le deuxième match, c'est d'autres joueurs, et le troisième match avec la confirmation de Youssouf Moulumbu qui a pratiquement pris en otage les milieux du terrain. Il était fantastique. Pourtant, on l'a pas vu pendant ces deux matchs brûler comme ça. Donc, il a un système déjà un peu compliqué qui embrouille l'adversaire et qui, du coup, rend le joueur plus réaliste que le système de jeu lui-même. Parce que nos joueurs n'ont pas vraiment la possession de ballon comme tel, mais ils jouent dans le but de marquer les buts. Donc, l'essentiel, c'est de marquer. Ils ont plus la psychologie de l'adversaire que le système de jeu. Comme ils ne restent pas seulement dans des tactiques comme un système de jeu, mais ils entrent même dans la philosophie de joueurs. D'ailleurs, l'entraîneur marocain l'a dit qu'il ne comprenait pas pourquoi les joueurs congolais, à chaque fois quand ils récupèrent le ballon, ils le remettaient aux joueurs marocains. Alors c'était une façon pour les affaiblir, et quand les joueurs marocains étaient devenus faibles, et du coup les joueurs congolais ont marqué les buts. Donc il a un système de jeu un peu, je dirais, spirituel et psychologique, philosophique, que les tactiques, que le biceps du joueur, ainsi de suite. Donc avec ce système de jeu, nous croyons que l'équipe nationale et Léopard, nous pouvons aller aussi en finale. Pourquoi pas remporter? Ça fait quand même longtemps qu'on a privé aux Congolais cette joie. C'est pas le chat, mais aussi il y a quelques cas à déplorer ici à Kinshasa. Il y a eu Saint-Déliès. On a vu à Bandal des casses, les jets de bouteilles, ainsi de suite. Il y a eu aussi cette intervention de la police à Bandal quand vous arrivez vers Rond-Point-Mollard. Vous prenez également Alem Barigini, il y a eu, pendant que la population était en train de se réjouir, il y a, comment je peux dire, le voleur et tout ça qui se sont en profité de la situation pour prendre à bras les corps et essayer un peu de voler de gauche à droite. Donc, en dehors de cela, heureusement, gloire à Dieu, on n'a pas eu de victimes en termes de morts, plutôt que des biens perdus et des sacs de téléphone. Freddy Imwamba, votre réaction, c'est pas à chaud, mais quand même, un jour, on a encore cette joie, on ressent encore cette joie-là. Est-ce que les Léopards ont la chance aujourd'hui de passer au demi-finale? Parce que quart de finale, nous y sommes. En demi-finale, on a la chance face aux équipes qui restent. Il y en a, d'ailleurs, c'est quelle équipe qui reste pour on a encore des matchs à jouer, on ne sait pas. Okay, est-ce qu'on va jouer vraisemblablement avec soit les Ghana ou soit l'Égypte aujourd'hui? Ça dépendra des résultats des matchs d'aujourd'hui. Et puis, en demi-finale... Je vous en prie. Pardon, je m'excuse. En demi-finale, c'est fort probable qu'on rencontre soit les Sénégal ou les Cameroun. Soit le Sénégal ou le Cameroun, ça dépend de l'équipe qui va gagner en quart de finale. Voilà, donc ça va se passer de cette façon-là. En tout cas, avoir la chance. Cadet et Edmond, avec ce système de jeu qui n'existe pas, je peux me permettre, j'ai compris comme ça. Est-ce qu'on a la chance de continuer, on peut continuer avec cette tactique? Moi, je pense avoir un système de jeu cohérent, connu. Je pense que c'est ça qui fait même notre singularité aussi. Lorsque vous regardez, j'avais les tracks avant les matchs d'hier, je me disais on va perdre ces matchs, mais je m'en tenais au premier match. Au premier match où la victoire était vraiment lancinante. Une victoire douloureuse, tout ça. Au deuxième match, nous avons frôlé presque l'insuccès parce qu'avec les derniers buts ratés par Kalou, alors je me disais, est-ce que nous allons gagner? On va gagner tout. Je n'étais pas sûr qu'on allait gagner. En tout cas, avec les jeux qui a été développé hier par nos joueurs, je pense que si on continue avec la même hargne, nous pouvons encore aller très loin avec les phénoménales qui c'est d'abord Chancel Bemba, qui a bien presté, et l'autre, la pépite de l'équipe nationale actuellement, qui est Kabananga, notre coach élu, l'homme du moment.
Il est en train de faire mouche à tout le coup. Vous l'avez constaté. Nous espérons que si nous continuons sur cette lancée, en tout cas notre équipe nationale va aller loin. Cette fois-ci, nous avons au moins gagné avec la manière et c'est bluffant. Hier, c'était fantastique. Espérons vraiment que les Fauves nous ramèneront cette coupe, puisque c'est depuis 1974 la coupe Moseka. En tout cas, nous attendons cette fois-ci. Ça sera vraiment l'élément du consensus que nous attendons tant. Mais en tout cas, comme je l'avais dit, on va essayer de sortir de notre pays parce que analysons aussi, parce que j'ai des intelligences de mon pays, analysons un peu ce qui se passe ailleurs. Trump. Aujourd'hui, Trump est là, qu'on le veuille ou pas. On a suivi les déclarations des uns et des autres par rapport à Trump ici à Kinshasa. Les uns disaient que non, ça va bouger les lignes en RDC. Si Obama part, Trump arrive. Vous avez suivi le premier décret signé par Trump. Nous le suivons. Il a aboli la loi sur l'homosexualité déjà. Il est pour la construction du mur avec le Mexique. Il prend des décisions vraiment à l'encontre de ce qu'on attendait. Est-ce que Trump est-il un danger aujourd'hui pour le monde? Oui et non. Oui, dans la mesure où Trump, jusqu'à l'instant, il paraît très très imprévisible. Bon, vous savez que c'est quelqu'un qui a grandi dans l'opulence, qui n'a pas eu nécessairement besoin des gens. Il est né dans l'argent, il a grandi avec l'argent, c'est un milliardaire, et qui a postulé, et tout simplement pour faire un nom, tout simplement pour faire mouche. Mais il faut faire très très attention parce que la politique étrangère des États-Unis d'Amérique, comme la politique tout au niveau national, n'est pas comme les choses d'humain, comme ça se passe chez nous. C'est-à-dire que quand vous avez Izouba qui passe au pouvoir, il peut démolir tout ce que son prédécesseur avait fait. Non, non, non. Écoutez, la politique... Maintenant, on a l'impression aujourd'hui que Trump est en train de faire ça exactement. Il est en train de démolir tout ce qu'Obama avait fait, l'Obamacare, Non, cela faisait partie de son discours de programme. Il avait dit, oui, tout ce qui arrive jusqu'aujourd'hui, c'est ce qu'il avait déjà programmé pour... Bon, Trump, en tout cas, s'il faut le comparer à un des politiques de chez nous ici, c'est Mokia, hein. C'est un ami, je préfère le citer. Donc, c'est vraiment... Très imprévisible. Très imprévisible, et puis, c'est quelqu'un de la population. Et les discours que Trump tient, vous savez, les Américains, c'est pas comme le... Vous avez vu que la période, toutes les 8 dernières années, il n'y a pas eu de scandale aux États-Unis d'Amérique. Et pourtant, l'opinion nationale américaine aime le scandale. L'opinion nationale américaine aime voir un peu le président dans les saldras, dans des petits coups. Ils adorent un peu de petites histoires, mais Obama étant un peu de la haute classe, c'est de l'élite, il n'est pas tombé dans ça, et les Américains aiment quelqu'un comme celui-là. Alors, en venant, le comble pour l'instant, c'est que c'est un peu le problème de la définition de la politique américaine dans les Proche-Orient ou dans le Moyen-Orient, avec la question Palestine et Israël. C'est cette question-là qui détermine même les relations internationales aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne peut pas... le problème qui divise les Palestiniens des Juifs, il y en a 3. Le premier, c'est le problème de la capitale Jérusalem, que les uns et les autres réclament pour qu'elle fasse leur propre capitale. Le deuxième problème, c'est le problème des colonies juives. Parce que vous vous rappellerez, quand les Juifs sont rentrés d'abord vers les années 1919 et vers les années 1945, ils achetaient les espaces parce qu'on leur refusait au départ d'accoster à leur tête qu'ils disent être les leurs. On leur refusait. Alors, vous venez vous-même, Madame Paulette, vous achetez tout l'espace de Gombe, ça vous appartient. Alors, tous les autochtones qui s'y trouvent, oui, ils avaient de l'argent, et donc, tous ceux qui s'y trouvent, donc, ils sont dans votre propriété. C'est ce qu'on appelle colonie. Alors, c'est dans ces colonies-là où se trouvent la plupart des Palestiniens. Ce qui fait qu'il sera difficile que l'on puisse, qu'ils puissent abandonner leurs terres qu'ils avaient achetées, et d'ailleurs, à coût de beaucoup d'argent, parce que les Palestiniens, à l'époque, ils ne savaient pas ce que les autres venaient, ce qu'ils étaient en train de tramer, ils ne pouvaient pas le maîtriser. Donc, c'est un véritable problème. Et le troisième problème, c'est celui de 3000 familles qui étaient parties des réfugiés dans la guerre des 6 jours, déjà vers 1966. Alors, ces familles-là qui se sont multipliées, qui sont internationales en Liban, qui sont au Liban, merci madame. Alors, leur retour, ils vont être où? Donc, les 3 questions ici, mais quand on voit déjà un Trump
qu'il ne veut pas prendre les milieux, comme l'a fait George W. Bush, comme l'a fait le père de George, comme l'a fait Clinton ou les autres, lui prend parti directement pour Israël. Donc là, ça pose problème parce que la Palestine aujourd'hui s'est aussi accommodée avec beaucoup d'alliés, notamment la Russie, aujourd'hui la Syrie, l'Iran, l'Irak. Alors, si eux s'allient, donc c'est là où on se dit que ça pourrait créer une troisième guerre mondiale si on ne s'en tient pas tellement aux acquis ou aux prérequis déjà obtenus jusqu'à ce jour. Edmond Izouba, le lien aujourd'hui, Trump est là, mais par rapport à notre politique aujourd'hui, est-ce que l'investiture de Trump, pas l'investiture, il est déjà président, le fait qu'aujourd'hui Trump soit président, est-ce que ça va impacter sur la politique nationale congolaise? Parce qu'il y en a qui étaient déjà, ouf, on attendait Trump, on attendait Trump, on attendait Trump. Est-ce que ça va impacter sur notre vie nationale? En tout cas, je ne crois pas même pour l'Afrique. Hein. Moi, j'ai suivi à plusieurs reprises les discours de Donald Trump. Difficilement, vous le voyez comme ça, citer les noms de l'Afrique, c'est quelque chose qui ne met même pas dans la tête. Vous avez suivi même quand le président de Congo-Brazza a voulu le rencontrer, ou soit par invitation de lui-même pour Donald Trump, il a refusé. Il a refusé pendant que Denis Sassou Nguesso était aux États-Unis pour le rencontrer, et c'est le département d'État qui a répliqué qui n'allait pas recevoir le président congolais. C'est déjà cette manière-là de répugner le président africain. Je ne sais pas, peut-être avec la coalition d'avenir, mais ce qu'il faut savoir de Trump, c'est que Trump, lui, il n'a pas l'élégance des acteurs politiques. Il n'est pas politique, il n'est pas né politique. Ce n'est pas encore politique, mais il faudrait que sa politique soit quadrillée par le service de sécurité américain. Il semble-t-il que là-bas c'est comme ça, par l'administration américaine. Sinon, ça sera quelque chose de très grave, parce que quand vous avez un président qui veut catégoriquement salir l'image de son prédécesseur et salir tous les acquis, la presse, et tout ce qu'il y a, et ben c'est moi je trouve d'ailleurs que Trump a une fronde au niveau interne qui ne sera même pas concurrencer quand il a déjà la presse qui est pratiquement contre lui, et pour lui il se donne aussi les loisirs de s'attaquer à cette presse-là. Ce sont de grands médias, ce sont des grands acteurs de la société, le quatrième pouvoir. Et quand vous prenez un président vraiment impopulaire comme il n'a jamais, mais il a été élu, on n'a jamais connu. On le veuille ou pas, il a été élu. Il a été élu, mais par quelle manière? Nous savons comment là-bas les grands électeurs fonctionnent. Mais est-il vrai que pour le moment même sa tendance politique qu'il a envoyée au pouvoir ne semblerait pas à 40% ou 30% d'accord avec Donald Trump? C'est question seulement de voir les jours de son investiture et comparer à l'investiture d'Obama. Moi, vraiment, on attendait à ce que Donald Trump fasse mieux que Barack Obama, mais on a comme l'impression que Donald Trump vient non seulement salir et faire tomber Barack Obama, et complètement faire remplacer, instaurer à la tête des Américains une image de quelqu'un tout à fait autre. Maintenant, à la politique interne, comment ça va pour le moment chez nous? Alors pour le moment, il y a pas de rapprochement. Je vois pas, en tout cas, bien que Donald Trump ait... Mais il y a quand même des gens qui sont allés à l'investiture d'Obama. Oui, il y a eu des invitations. Moi, j'ai vu des députés nationaux qui sont partis là-bas. J'ai vu, il y a eu des invitations de manière officielle, mais c'est là n'est pas un gage de l'implication des États-Unis au problème de la République démocratique du Congo. J'ai même lu les représentants africains que Donald Trump lui-même a nommé, le représentant chargé des affaires africaines des États-Unis, qui a fait déjà un discours. Et pour lui, parmi les cas prioritaires à traiter, ses priorités, c'était également la République démocratique du Congo. Mais sur le plan interne, on ne voit encore rien. Et il a dit qu'il va rappeler tous les ambassadeurs c'est déjà fait. Américain, James Swan va partir, les nouvel ambassadeur va venir. On ne sait pas avec cette politique interne comment Donald Trump aussi va s'y prendre, parce que vous avez une
classes politiques qui se convergent presque dans le même sens, et même le sens de l'accord avec les évêques. Vous avez pratiquement l'opposition qui ne va plus exister, même si l'opposition existera, mais avec quel leader politique, moi je crains. Alors comment prendre des positions avec cette classe politique? Peut-être s'impliquer de manière à financer le processus électoral, là je suis d'accord, mais appuyer, venir dans le sens d'appuyer une classe politique, une famille politique quelconque, je crois que ça sera compliqué pour Donald Trump. La venue de Trump, est-ce que ça va impacter, vous êtes analyste, essayez de voir un peu, est-ce que ça va changer la politique américaine, va-t-elle changer par rapport à la RDC ou... Parce qu'il y avait une opinion ici en RDC qui était tout à fait content de la venue de Trump. Est-ce que ça va aujourd'hui impacter sur nous? Ce que je peux d'abord dire par rapport à Donald Trump avant d'aborder la question que vous venez de me poser, c'est qu'il y a des discours qu'on appelle les discours d'estrade. Lorsque vous n'êtes pas encore aux manettes, vous pouvez dire des choses. Et lorsque vous arrivez dans le bureau ovale, vous palpez d'autres réalités qui font que vous ne puissiez pas appliquer au pied de la lettre ce que vous aviez prévu lorsque vous étiez encore candidat président. Donc je pense qu'il n'a pas joué avec la maturité. Je ne dirais pas qu'il est immature, ça serait fort de le dire, ça risque de vitrioler son honneur et tout ça. Mais ce que je peux dire, c'est que Donald Trump, avec d'abord sa collusion aussi avec la Russie, ça ne risque pas de bien gérer les États-Unis. On dit déjà qu'il y a un air de Poutine. Il risque d'avoir trop de problèmes en dirigeant les États-Unis. Et vous n'avez qu'à voir même son investiture. Son investiture pose problème. Je n'ai jamais vu un président américain contesté à ce point comme Donald Trump. Je ne sais pas si vous avez déjà constaté l'investiture d'un président américain, déjà dans la rue en train d'hurler leur colère contre ces présidents. Et donc c'est quand même une première. Je pense que il est tellement atypique que même son investiture est aussi atypique. Son investiture n'est pas comme l'investiture des autres présidents. Et j'en viens à ce que mon confrère venait de dire. Lorsqu'il y a l'investiture d'un président américain, généralement on n'invite pas le président d'autres pays. C'est pas vraiment dans la culture américaine où lorsque il y a l'investiture d'un président américain, on invite d'autres présidents. Je pense que ça les importe peu ça. Inviter les autres présidents pour qu'ils viennent prendre part. Est-ce que ça va impacter sur notre politique, sur la politique en République démocratique du Congo? Je pense que ça peut impacter sur la politique dans notre pays. Parce que lorsque vous voyez, à chaque fois qu'il y a eu un président, il a eu sa manière de gérer les problèmes, par exemple, le problème des pays africains. Je pense que de ce point de vue-là, ça peut jouer Vous avez d'abord vu comment ça s'est passé avec le président, il venait de le dire, du Congo-Brazza. C'est déjà un signal fort. Ça veut dire quelque chose. Nous pouvons interpréter ça aussi d'une autre manière. Est-ce qu'il a refusé de les recevoir parce qu'il a estimé que l'actuel président du Congo-Brazza a un problème de légitimité? Ou plusieurs personnes peuvent s'interroger. J'ai appris par ouï dire qu'il est allé voir le président américain tout simplement parce qu'il devait aborder des questions sensibles en rapport avec la Libye, avec la Libye et consorts. Est-ce que si il ne s'agissait que de ces dossiers-là qui, au demeurant, rêvaient quand même une importance indéniable, le président américain allait refuser de les recevoir? C'est encore des questions comme ça que je suis en train de me poser. Chaque président a sa manière de gérer le problème africain. Je pense que Donald Trump aura aussi sa manière de gérer les problèmes africains. Parce qu'il y a des fondamentaux, madame. Les fondamentaux, c'est par exemple le respect des droits de l'homme. Là, ce sont des valeurs qui sont liées à la construction d'un État démocratique. C'est partout, c'est comme ça partout. Ce sont des noyaux durs qui sont comme ça partout dans tous les pays. Des valeurs qui sont universelles. Je pense que pour ces valeurs universelles, Donald Trump va évoluer sur le même tempo que les autres présidents qui sont passés à la tête des États-Unis. Mais il y a quand même des Africains, d'autres pays qui ont peur parce que Donald Trump prône l'isolationnisme, le protectionnisme. D'abord, les Américains, ils se recroquevillent sur. Est-ce que Donald Trump aura aujourd'hui un regard sur les dictateurs entre guillemets africains où les États-Unis vont aujourd'hui encore parcourir le monde pour jouer leur rôle voir un peu, il y a des guerres par-ci par-là. Est-ce qu'ils vont jouer encore ce rôle, ils vont se recroqueviller sur eux-mêmes? Est-ce que les dictateurs
dictateurs ne seront pas aujourd'hui en paix, entre guillemets, parce que bon, les États-Unis ne vont plus s'occuper de nous. Non, le premier point où je suis d'accord avec le confrère, c'est lorsqu'il a dit qu'il y a des discours d'estrade et il y a des discours lorsque vous êtes au pouvoir. C'est un chapitre en sciences politiques où le pouvoir amène une sorte de transformation dans le chef de celui qui le détient. Donc quand vous devenez président des États-Unis d'Amérique, certainement il y a beaucoup de choses qui vont changer en lui. C'est comme Obama avait promis de fermer la prison. Il n'a pas fait. Il ne l'a pas fait, il est parti. Et pourtant ça faisait partie de son discours de campagne dernièrement. Et deuxième élément où je ne suis pas totalement d'accord avec l'estimé confrère, c'est lorsqu'il dit que la politique étrangère, ça peut subir les effets de la personnalité du chef de l'État. Non, la politique étrangère des États-Unis d'Amérique sont gérées par le Sénat. Et d'ailleurs, la décision... Mais le Sénat est républicain aujourd'hui. Le Sénat est républicain aujourd'hui. Majoritairement républicain. Et donc, l'impact de la personne du chef, pas tellement. C'est le Sénat qui gère les affaires étrangères aux États-Unis d'Amérique. Qu'il s'agisse de la politique américaine de l'Europe, qu'il s'agisse de la politique africaine des États-Unis, en tout cas, c'est le Sénat. D'ailleurs, mais j'ai compris que j'ai parlé de valeur universelle. Mais quand il signe des décrets, c'est lui qui signe des décrets, par exemple, sur quelque chose. Oui. Il a le pouvoir de signer des décrets. Non, il signe, mais le Congrès... Ces décrets, c'est sur le plan national, tout simplement, pas sur... par exemple, engager les États-Unis lors d'une guerre, il signe des décrets, quelque chose comme ça. Non, mais c'est lui qui doit faire la déclaration de guerre. Chef, oui, c'est lui le commandant en chef. Mais la politique étrangère, je voudrais illustrer par comment est-ce que les Congo, nous avons été placés dans les mains d'un individu, l'État indépendant du Congo. Ça, c'était la décision du Sénat américain. Même la Belgique ne voulait pas nous accorder l'indépendance en 1960. C'est le Sénat américain qui a influencé et pour que nous ayons ce que nous appelons aujourd'hui l'indépendance, qui n'en est pas une, parce que nous avons de nouveaux colons qui sont au-dessus de nous, mais qui malheureusement sont colorés comme nous. Oui. Voilà. Donc la politique étrangère restera la même. Vous avez énuméré les fondamentaux et ils resteront à ce niveau-là, c'est-à-dire la démocratie, les droits de l'homme. Et d'ailleurs, moi, personnellement, la politique étrangère, la politique africaine ou la politique congolaise d'Obama ou la politique nous a causé beaucoup de mal. C'est pendant le mandat d'Obama que nous avons vu des députés, des ministres, des hommes d'État chez nous aller corrompre, monter des lobbying aux États-Unis d'Amérique pour que... Ça se faisait pas seulement sous Obama, ça se fait, le système, le lobbying, ça existe depuis longtemps. Non, mais c'est une corruption. C'est une corruption, madame. C'est une corruption pour pousser une opinion à telle, mais à un moment donné, ils pouvaient réagir. Donc, c'est justement pour dire que nous n'avons pas à nous réjouir ou à nous plaindre de Trump, ça ne nous regarde pas. Trump, autant que Obama, autant que George Bush, autant que Clinton, sont au départ les présidents des États-Unis d'Amérique. S'ils viennent chez nous, c'est pour leurs propres intérêts, c'est pour conserver leurs intérêts. Y a-t-il encore des intérêts américains en Il y en a suffisamment, madame, avec l'avancée du terrorisme, avec l'islamisation de plusieurs peuples en Afrique, notamment il y a la menace, la Somalie est là, il y a la menace Boko Haram, il y a la menace du terrorisme le Kenya, au niveau du Kenya déjà. Donc, El-Shebab. Donc, toutes ces menaces-là font en sorte qu'il faudrait que le Congo constitue encore un obstacle, constitue un rempart pour que le terrorisme ne puisse pas aller vers les États-Unis d'Amérique. Donc, parce que si on dépasse le Congo, vous savez, c'est déjà l'océan Atlantique, et l'océan Atlantique, c'est déjà les États-Unis d'Amérique. Donc, vous comprenez, il y a plusieurs intérêts ici. Là, c'est en dehors des intérêts notamment liés au pétrole qu'ils exploitent dans les littorales ouest, Moanda et consorts. Vers Moanda, ce sont les États-Unis. Le plateau continental. Oui, le plateau continental. Donc, c'est au-delà de leurs intérêts dans les mines, et ainsi de suite. Il y a beaucoup d'intérêts des États-Unis. Et s'ils viennent chez nous, ça ne sera pas pour nous faire du bien. Le bien que nous attendons, c'est de nos dirigeants, mais malheureusement, qui sont dans beaucoup de confusion. Et nous allons prendre un autre sujet, comme je l'ai dit, nous allons voyager un peu, nous allons en Gambie, nous avons suivi l'épopée de Yaya Jammeh, les élections se sont très bien déroulées en Gambie, Yaya Jammeh avait accepté, en tout cas, le verdict des urnes, quelques jours plus tard, il s'est rétracté, et la CEDEAO s'est mis en branle, et il y a quelques jours, Yaya Jammeh est reparti, je peux me permettre l'expression, la queue entre les pattes, seul, en exil. Est-ce que aujourd'hui,
Edmond Izouba, quelle lecture faites-vous du départ de Yaya Jammeh? Est-ce que les dictateurs africains ou les présidents africains, est-ce que ça les inspire de voir un de leurs partir comme ça? Moi, je crois que sur cette question, Yaya Jammeh, je ne sais pas si vraiment il avait aussi le devoir de partir, parce que tout simplement, à cause de sa mauvaise foi, lui qui était déjà dans l'histoire du peuple gambien, le fait de vouloir accepter les résultats, mais du coup, son bureau politique estimait qu'il pouvait au moins résister comme les autres en ont fait avec le pouvoir de l'armée et la sécurité nationale. Mais l'armée avait dit non. Et finalement, il est parti, il est sorti du pays par la petite fenêtre. Vous avez vu même quand il était à l'avion, comment il regardait son pays. Hein? Donc, c'est quand même déshonorant pour nos présidents. Sortir, se dire, c'est simple, non, le jeu démocratique. Se dire, le pays n'appartient pas à un seul individu. Et ça, tous les présidents africains doivent d'abord l'intérioriser. Ils ont un problème de comprendre, diriger un pays et diriger leur foyer. C'est tous ces deux cas différents. Yaya Jammeh est entré au pouvoir. Il a fait plus de 5 ans, plus de 5 mandats. Et puis, pour lui, il pouvait continuer à diriger les pays comme s'il était le seul intellectuel, le seul capable à pouvoir diriger. Et je crois, dans les discours de Barack Obama tenus à la Cité de l'Union africaine, il a dit aux présidents africains, mais le fait que vous vous éternisez au pouvoir, vous pensez que pendant que vous éternisez au pouvoir, vous pensez que vous êtes le seul à développer le pays, ça c'est que vous êtes incapable de faire quoi que ce soit. Parce que derrière vous, il y a toute une marmaille des gens qui attendent assez que... Et puis, il faut bien fixer les jeux démocratiques. Quand vous êtes déjà dans le système démocratique, vous ne pouvez pas aller à l'encontre. Si vous allez à l'encontre, soit vous cherchez la mort, soit vous cherchez la révolution populaire. C'est comme les cas en République démocratique du Congo où les élections ne se sont pas tenues et les acteurs politiques ne se reprochent de rien. Pour eux, non, allons au dialogue, partageons le pouvoir, on peut continuer à boire, on peut continuer. Non, ça ne se passe pas comme ça. Vous entrez au pouvoir avec une obligation d'arranger... C'est un mandat, il faut bien préciser. Oui, mais avec une politique de gestion. Vous accédez au pouvoir avec une politique de gestion, avec un mandat de 5 ans. Si la population estime qu'on peut vous renouveler la confiance, vous avez encore la confiance de la population pendant 5 ans, mais à condition de faire mieux. Même si vous avez fait mieux, cela ne vous donne pas l'autorisation de vous éterniser parce que vous avez les quitus de l'armée, vous avez la signature de tout un pays, de tout un peuple et que vous prenez le courage de le faire. Donc, j'estime que ça doit être une leçon morale pour le peuple africain. Et moi, j'ai beaucoup salué cette solidarité africaine. Vous avez vu quand les militaires sénégalais sont entrés là-bas en Gambie, même le chef de l'armée, il a dit qu'il ne fera pas la guerre avec l'armée sénégalaise. Vous avez vu dans quel état Yaya Jammeh a prêté serment à l'extérieur de son pays. Non, on a quand même Adama Barrow. Oui, Adama Barrow. Donc vous sentez que c'est avec pas avec des complications, c'est fait comme le norme le permet. Comme il y a des intérêts, j'aimerais bien préciser que le Sénégal a aussi des intérêts à vouloir quelque chose en Gambie, la Casamance. Oui, mais il n'y a pas de sentiment dans les relations entre États. Parce que la Gambie était l'arrière-base des rebelles casamançais, donc il y avait aussi intérêt à contrôler. Oui, il y a des intérêts, parce que même quand vous regardez le Rwanda, vous regardez l'Ouganda, vous regardez même l'Angola, ils ont des intérêts. Le fait que nous soyons proches, entre nous, nous partageons des affinités et certains intérêts. Nous, aujourd'hui... Quel intérêt nous avons, par exemple, en Angola? En Angola, nous avons intérêt de collaborer, par exemple, pour le pétrole. Et aussi, parce que vous avez la frontière actuellement, vous avez Lufu qui fait nourrir tout Kinshasa. Nous avons tout intérêt... d'énormes dégâts dans l'économie congolaise. Oui, mais parce qu'il y a là une mauvaise foi aujourd'hui de ceux qui détiennent... de ceux qui coiffent les circuits décisionnels du marché congolais, je parle du marché économique, de ne pas vouloir abaisser les prix. La raison pour laquelle tous les yeux de Kinois sont rivés vers Yaya Jammeh, c'est vrai, Yaya Jammeh est parti, mais vous, en tant qu'élite, nous sommes là, nous, cette nouvelle génération, nous devons peut-être réfléchir aussi à froid, Freddy Mwamba. Est-ce que les élections sont-elles nécessaires en Afrique? Parce que moi, personnellement, je me dis, soit on redevient
les royaumes que nous étions, soit nous redevenons des empires. L'argent prévu pour les élections, on met pour arranger les routes, arranger les écoles et tout ça, parce que ça ne sert à rien. Il y aura toujours des contestations, des morts, tout ça. Alors, redevenons des empires et des royaumes, on sera peut-être plus calme. C'est peut-être pas la nature de l'Africain d'être démocrate. C'est logique. Ces élections, si elles ne sont pas nécessaires, je pense qu'elles sont indispensables, sinon même obligatoires. Mais on ne le rend pas obligatoire, on ne le rend pas nécessaire. Vous voyez comment les gens meurent après les élections. Je vous donne un exemple. Nous avons cet exemple de lui-même, Yaya Jammeh, qui a fait 22 ans au pouvoir. Avoir un monsieur qui est friand de ces pouvoirs-là, comme ça, organiser les élections, ça veut dire quelque chose. C'est qu'ils ont quand même quelque part besoin de cette légitimité-là. Même une légitimité des façades. Ces élections-là, aujourd'hui, en Afrique, partout dans plusieurs pays, sont obligatoires. Si vous ne les organisez pas, vous ne saurez pas gérer. Vous aurez des problèmes sérieux. C'est pour ça que Yaya Jammeh, à un certain moment, il a été obligé d'organiser ces élections. Mes sentiments sont un peu mitigés par rapport à Yaya Jammeh. Je me dis, il a organisé les élections. C'est une bonne chose d'organiser les élections. Mais la déconvenue, c'est quoi? Une initiative que tu as prise, une initiative du reste salvatrice pour la population gambienne qui réclamait à corps et à cri ces élections. Et puis à la fin, vous ravisez pour dire non, je ne reconnais pas ces candidats. Après l'avoir félicité. Donc moi je trouvais ça un peu abject. C'était vraiment il faut aussi revenir à l'opposition gambienne qui l'a menacé à un moment déjà, avant même qu'il ne quitte le pouvoir, on l'avait déjà menacé. Vous irez à la CPI, on va vous tout ça. Et il a eu peut-être peur. Les menaces là, non mais le rôle de l'opposition, on doit d'abord cerner le rôle de l'opposition. Le rôle de l'opposition, c'est pas amadouer le pouvoir. S'il vous plaît, c'est aussi ça la grande question, c'est l'après-présidence en Afrique. Est-ce que l'opposition est là pour menacer les chefs d'État, leur dire qu'après la présidence, vous allez tous aller à la CPI, on va vous arrêter, on va arrêter vos familles? C'est peut-être ça qui fait peur au président africain aujourd'hui. Moi, je pense que c'est un problème d'abord. Si vous gérez dans l'intégrité, dans l'orthodoxie, je pense que vous n'aurez pas à vous reprocher des choses. Mais pourquoi il a eu la peur de sa vie lorsqu'on lui a dit nous allons te poursuivre et ceci et cela, s'il ne se reprochait pas quelque chose? À moins que vous puissiez nous dire que la Gambie était devenue sa propriété privée. Si c'était devenu sa propriété privée, là au moins on peut se dire bon, il avait le droit de dire ça. Mais les gens peuvent toujours vous critiquer même outre mesure. Donc, moi, je n'ai pas apprécié, en tout cas, la méthode d'approche de Yaya Jammeh de choisir, de se cramponner au pouvoir, parce que au finish, il est ridicule. Et puis, il est risible parce qu'il a finalement été, je peux dire même défenestré. Pour moi, Yaya Jammeh a été défenestré du pouvoir parce que c'est en dernière minute où son ami, le président, son homologue et ami, et grand frère, son homologue de la Guinée, qui est venu le tenir par la main pour lui dire, mon frère, quitte le pouvoir, viens, je vais te chercher un endroit où tu peux aller rester. Ne reste pas là. Parce qu'il savait déjà comment les choses allaient évoluer. Il y avait déjà des missions de reconnaissance, des forces des CEDEAO qui avaient déjà commencé et tout ça, vu cette pression-là. Et aussi, il faut dire que lorsque le chef d'état-major de son pays a constaté que l'autre, l'adversaire de Yaya Jammeh avait prêté serment, il était content. Il s'est réjoui de cette prestation de serment. Ça veut dire que Yaya Jammeh s'est vu déjà en danger. Alors il ne pouvait pas résister. Il n'avait pas d'autre choix que de partir de son pays. Nous avons répondu, cette menace que brandit deux fois l'opposition face au président africain, est-ce qu'on ne peut pas garantir la paix ou le calme au président africain, peut-être pour faire passer la pilule et peut-être plus tard on va les sanctionner parce que là, ils se cramponnent, ça ne va pas passer. Non, madame. Pourquoi menacer les chefs d'État après? Vous l'avez dit, je suis bien d'accord avec ce que les confrères ont dit sur Yaya Jammeh. Nous n'avons pas entendu les cris comme Yachichi Zongise na Rwanda, Yachichi Tindaye na CPI, des histoires comme ça. Mais que voulez-vous? Que quelqu'un cède le pouvoir, il a l'armée, il a le contrôle de tout, il a le moyen, et il va accepter à son jeune âge d'aller à la CPI ou de se voir humilié, de se voir... Non, 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 non. Je crois qu'il y a lieu que l'opposition puisse aussi avoir la culture du respect de celui qui a géré. C'est ça, mais exactement. Parce que, qu'on le veuille ou non, même si on vous prend vous Mwamba, on vous prend vous Izuba aujourd'hui pour vous placer au pouvoir, il y a vous commettrez des impairs. Il y aura ce que vous feriez de mal. Mais alors, c'est que
que nous voulons en Afrique. L'objectif pour nous, c'est quoi? C'est consolider les acquis de la démocratie. Comment les consolider? C'est permettre que l'après-présidence, que la personne se sente que non, je vais vivre. Est-ce que vous voulez-vous dire que Goodluck Jonathan n'a pas commis des bévues au Nigeria? Mais aujourd'hui, voulez-vous dire que le président Olusegun Obasanjo, qui est aujourd'hui dans l'élevage et qui produit beaucoup... est-ce que vous pensez que même ici chez nous, en République démocratique du Congo, vous pensez vraiment que le président Kabila n'a pas autre chose à faire après la présidence? Mais lorsque ces bruits-là se font entendre, vous venez de gagner les élections, premièrement, les menaces, il sera arrêté pour ça. Je crois qu'il y a lieu... Non, les triomphalismes. S'il vous plaît, non, oui, ce triomphalisme-là, c'est la première observation. La deuxième observation, c'est par rapport à ce que vous avez dit, madame, que non, qu'on rentre dans notre système de chefal à vie. Bon, vous savez, il a été étudié les modes de gestion du pouvoir, ou des conquêtes de l'acquisition du pouvoir, ou de la conquête du pouvoir. Et de tous les modes de gestion, il a été trouvé que la démocratie est les moindres mal. Donc c'est le moindre mal dans le sens, c'est aussi de l'anarchie, c'est aussi du désordre, parce qu'on demande que tout le monde vienne voter. Aujourd'hui, nous avons Trump aux États-Unis d'Amérique. Voilà ce que la démocratie a amené. Voilà ce que la démocratie peut produire pour un pays aussi respectueux, un pays où les présidents sont des élites. Voilà ce que la démocratie peut produire. Voilà un peu les niveaux de gens que nous avons au Parlement ici. Donc vous voyez quelqu'un qui ne sait même pas parler, qui ne sait pas tenir un stylo, mais qui peut se permettre d'injurier même les journalistes, qui peut se permettre de faire de n'importe quelle bêtise. Donc quelqu'un, c'est ça la démocratie. Hein, c'est un peu aussi ces désordres. Mais ces désordres-là, par rapport aux méfaits de la monarchie, par rapport aux méfaits de la cooptation, par rapport aux méfaits de tous les autres modes de nomination et consorts, ces méfaits-là sont moindres par rapport aux autres. Ça, c'est des deux. Oui, et pour terminer, c'est vous dire que on peut bien rentrer. Mais vous êtes du royaume Congo. Oui, moi je suis du royaume Congo. Oui, je suis du royaume Luba. Donc je ne serai pas. Et si vous allez voir les royaumes qui posent trop de problèmes, ici d'ailleurs les gens qui ne s'entendent plus, c'est les gens de ces royaumes-là. Quand vous regardez les Baluba du Katanga, les Baluba du Kasaï, donc ça ne colle pas. Donc, ça sera difficile parce que si nous devrions rentrer avec nos frères du Kasaï pour nous mettre ensemble et désigner que Kyungu soit notre roi, voilà ce que ça va provoquer. Et qu'on nous mette Tshisekedi comme notre roi. Voilà ce que ça va poser comme problème. C'est ainsi qu'il y a un problème dans notre pays et je le dis au chef de l'État, je le dis au Premier ministre, nous avons un ministère qui a été fabriqué, initiation à la nouvelle citoyenneté. Nous avons un réel problème dans ce pays, c'est le problème du vouloir vivre collectif. Et si ce ministère-là pouvait s'adonner à ça, que nous acceptions qu'aujourd'hui, vous voyez par exemple le Congo central se plaint que nous n'avons jamais eu un Premier ministre. Est-ce que tous les premiers ministres qui sont succédés à la tête de l'hôtel du gouvernement n'ont-ils jamais fait quelque chose en faveur du Congo central? Donc il y a un problème. Vous voyez, on nomme Badibanga, tous les Baluba chantent, dansent. Et tous ceux qui sont contre les Baluba s'attaquent, s'acharnent contre les Baluba. Donc nous avons un problème du vivre collectif. Et il faudrait qu'on s'acharne sur ça. Pour finir avec Yaya Jammeh, en tout cas, il y a lieu de féliciter l'Afrique occidentale qui a vraiment développé et assis sa démocratie. Malheureusement, chez nous, nous n'avons que des dictateurs, de gens qui aiment le pouvoir, les buveurs du sang. C'est difficile avec les Rosicruciens ici qu'ils puissent nous donner En quelques secondes, moi j'estime que les dirigeants africains ne pouvaient pas avoir peur de la CPI parce que quand vous suivez plus à la CPI aujourd'hui pour le cas de la RDC, il y a un opposant, nous avons plus des opposants qui sont poursuivis et des rebelles. La CPI ne dépend pas de la République démocratique du Congo. Donc qu'un pays africain, voire même dans le monde, la CPI, pour lui, ce qui lui intéresse, ce sont des crimes imprescriptibles. Quand ces crimes sont commis, peu importe les menaces de l'opposition, les déclarations, la CPI va venir. Aujourd'hui, quand vous regardez en République démocratique du Congo, je parle pour des enquêtes qui ont concerné la CPI pour les journées des 19, 20 et 21 septembre. Vous avez vu la CPI qui est venue se rendre compte de la situation, qui a consulté les entités politiques, mais aussi qui a eu des révélations du terrain. Aujourd'hui, s'il y a une enquête
qui se ouverte sur cela ou un mandat de comparution, vous n'allez pas condamner cette CPI. Merci que l'opposition le dise. Non, on ne menace pas. Ce sont les prérogatives de la CPI. Ce n'est pas un président de la République qui peut le piétiner aujourd'hui. Merci beaucoup en tout cas les excellents confrères. Merci encore à l'équipe nationale des Léopards. Au moins là-bas, la géopolitique ne compte pas. Ce n'est que la compétence à l'équipe nationale de football. Encore une fois, félicitations aux Fauves, en tout cas, qui nous ont rendu très très joyeux hier avec en tout cas ce passage au quart de finale de la CAN. Ramenez-nous la coupe, vraiment, nous vous le... Ils nous ont fait oublier d'ailleurs les histoires de la scène. Nous vous le demandons vraiment. Faites-nous ce plaisir-là de nous ramener cette CAN, en tout cas en 2017, l'année de tous les enjeux. Merci à Joël Cadet d'Impact News, merci en tout cas d'être venu sous la pluie. Hein. Ça veut dire combien il apprécie cette émission et peut-être aussi la présentatrice. Merci à Edmond Izouba, Politico CD, un jeune. En tout cas, moi j'aime les jeunes frères et avec cette émission, vous les découvrez. En tout cas, comment ils réfléchissent. C'est ça le but de WebPress. Et vous avez, voilà, vous avez découvert Freddy Mwamba aussi. Et je crois que comme je l'ai aujourd'hui, je ne vais plus le rater. Chaque fois, en tout cas, il sera avec nous pour développer ensemble les grands thèmes de l'actualité. Et ben, merci à vous tous et nous nous retrouverons le mercredi prochain.